après, on a également, dans des cas précis, on a certains satellites qui permettent de faire du quasi-temps réel pour suivre les catastrophes lorsqu'elles se déroulent. Et donc on le fait notamment sur les feux. Là, on est capable de suivre les feux et leur progression. Donc on n'est pas au niveau où on n'arrive pas à voir à la minute ce qui se passe, mais on arrive à voir dans 2 fois par jour, 3 fois par jour la progression. Et ça, on a développé à partir de là des algorithmes sur les risques de propagation de feu pour que les banques, les assurances puissent également prendre les mesures nécessaires et prévenir leurs clients avant que les sites soient impactés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Alençon, Strategic Project Manager chez Kairos. Comment vas-tu, Mathilde ? Très bien, merci. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast pour discuter de Kairos et des différentes solutions innovantes que vous proposez. Alors peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux présenter un peu ton parcours et nous dire ce qui t'a poussé à rejoindre Kairos ? Oui, bien sûr. Donc merci de me recevoir. Concernant mon parcours, donc j'ai un background qui est sciences sociales et business, avec des études à la fois à Paris et en Californie. J'ai eu des expériences rapides à la fois en cabinet de conseil et à la direction stratégique d'un groupe énergétique. Et ensuite, j'ai décidé de choisir la troisième voie, celle de la start-up. Et Kairos cochait beaucoup de cases, puisque il y avait à la fois la dimension tech, travailler sur des sujets à la pointe de l'innovation, sur l'exploitation d'imagerie satellitaire, mais on en reparlera. Ensuite, il y avait la dimension les sujets climatiques, mettre cette tech au service de sujets sur l'énergie, l'environnement. Donc vraiment la question d'impact et de pourquoi est-ce que on le fait. Et il y avait également cette dimension de contribuer à notre échelle à l'insertion de ces sujets-là, tech et climat, dans les politiques publiques européennes ou internationales. Et voilà, en fait, il n'y a pas beaucoup de startups qui réunissent ces 3 critères-là. Donc aujourd'hui, je considérais que Kairos c'était le meilleur endroit pour faire de la tech climatique avec un impact. Ok, super. Justement, pour ceux qui ne connaissent pas encore Kairos, est-ce que tu peux brièvement présenter l'entreprise, me dire ce que vous faites et quelle est votre mission ? Ouais, donc Kairos est une scale-up française qui a été fondée en 2016 et qui est spécialisée dans l'exploitation d'imagerie satellitaire pour fournir de l'information sur le climat et l'environnement. Et la démarche de Kairos, c'est de s'appuyer sur une rigueur scientifique, sur toute la littérature scientifique, sur la recherche existante, sur l'imagerie satellitaire et sur l'intelligence artificielle pour fournir ces informations-là. Donc on est spécialisé dans le traitement de ces images-là et on va en dériver des informations sur les activités humaines, sur l'impact environnemental, sur l'exposition à des risques climatiques. Donc on a tout un tas d'indicateurs que l'on va ensuite donner à nos clients. Et notre base de clients est essentiellement constituée d'institutions financières, des banques, des assureurs, des gestionnaires d'actifs. On a également des acteurs publics, donc des gouvernements, des organismes internationaux, des collectivités. Et on a également des opérateurs énergétiques, puisque historiquement, on a commencé par des cas d'usage dans le secteur de l'énergie. Et donc, notre base client utilise ces données-là pour 3 choses principales. Pour, d'une part, mesurer leur exposition aux risques climatiques actuels et à venir, pour accélérer leur transition énergétique et pour réduire leur empreinte environnementale en termes d'impact sur l'environnement, de déforestation, d'émissions de gaz à effet de serre. Tout ce qui est ESG, quoi. Exactement, sur la partie... on est vraiment sur la partie E de l'ESG. Ouais, c'est ça. Ouais, super intéressant. Justement, vous êtes reconnu pour toutes ces solutions en matière de données géospatiales. Peux-tu nous expliquer un peu comment vous fonctionnez concrètement, d'un point de vue un peu plus technique, sur la partie collecte, pré-traitement et analyse de la donnée ? Ouais. Alors peut-être un premier point à préciser, c'est que Kairos ne possède aucun satellite. Il y a d'autres sociétés qui sont verticalement intégrées et qui vont à la fois opérer leurs satellites et faire l'analyse de ces images-là. Nous, on est vraiment uniquement sur la brique analyse. Et donc pour cela, on travaille avec toutes les constellations de satellites existantes, qu'elles soient publiques ou privées. Côté public, on travaille et on utilise essentiellement les images de l'Agence spatiale européenne, donc l'ESA, avec qui on travaille depuis la création de l'entreprise sur des sujets de recherche. Donc on utilise ces données-là qui sont gratuites. C'est des données open source du coup. Voilà, c'est open source. Donc toi et moi, on y a accès. Après, ça ne veut pas dire qu'on va savoir comment faire. Pouvoir en tirer la valeur, ouais, c'est là où vous intervenez. Ouais. Okay. Exactement. Donc on travaille avec ces types d'opérateurs-là. On utilise également des images de la NASA, de l'Agence spatiale italienne. Donc on a tout un tas d'opérateurs publics avec lesquels on travaille. C'est étonnant que la NASA du coup donne accès via API à ces données.
Alors oui, on peut y avoir accès après parce que nous on est spécialisé sur le traitement de leurs images, mais ouais, tout à fait. Okay. Tout à fait. On nous demande également souvent est-ce que c'est légal d'accéder à ce type d'image-là et bien sûr, alors on a accès à toutes ces images-là. On n'a pas accès à certaines zones militaires ou de défense d'intérêt national. C'était ma première question, mais ouais. C'est ça. Donc voilà, mais à part ça, on peut regarder vraiment partout dans le monde en fait, notamment en Chine où c'est souvent assez opaque. Donc on travaille avec tous ces opérateurs publics-là. On travaille également avec des opérateurs privés, donc là qui revendent des images satellitaires, souvent de meilleure résolution que les images publiquement disponibles. Et donc là, on a des Airbus, des planètes, avec qui on a des accords commerciaux. Donc on a toute cette phase de collecte de l'image satellite, d'où qu'elle vienne en fait. Et de pas opérer nos satellites, ça nous donne en fait la latitude de pouvoir choisir avec quel satellite on va travailler, de pouvoir exploiter tous les capteurs satellitaires existants, que ce soit de l'optique, du radar, de l'hyperspectral, et donc de pouvoir adresser tout un tas de cas d'usage. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de pas être dépendant d'un satellite ou d'un provider en particulier. Ensuite, on a 3 grandes phases. Donc on a la phase, une fois qu'on a ces images-là, de pré-traitement. Donc on va devoir traiter ces images brutes pour qu'elles soient comparables entre elles, pour qu'elles soient analysables. Et donc là, ça consiste notamment à faire de l'élimination de bruit, de la correction de la variation d'éclairage, de couleur, enfin voilà, tout ce qui est en fait distorsion due également aux différentes prises de l'image. Ensuite, va venir la phase d'analyse et de traitement à proprement parler. Et c'est là où on a cette expertise en interne. On a développé donc une centaine d'algorithmes qui permettent d'analyser ces images-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder chaque pixel de l'image. On va détecter le type de pixel. On a appris en fait à nos algorithmes à détecter est-ce que c'est de la végétation, est-ce que c'est du bâti, quelle est la typologie en fait de terrain, qu'est-ce qu'on observe en fait à la surface du sol. Et donc, on va avoir toute cette phase d'analyse qui permet donc de regarder comment une image va ou a évolué par rapport à l'image précédente et quelles est en fait les variations sur l'activité humaine, sur l'environnement, voilà tout ce qu'on peut voir à la surface de la Terre. Extrêmement intéressant. Peut-être juste pour préciser pour ceux qui connaissent pas encore forcément ce domaine de la computer science, en fait, oui. C'est une image constituée de pixels et en fait donc ces pixels c'est des nombres que vous allez interpréter. Oui. Vous avez développé des algorithmes propriétaires du coup qui vous permettent de faire différentes analyses. On y reviendra peut-être par la suite. Et du coup, en fait, vous faites beaucoup de classification en fait, en entraînant des modèles pour qu'on a classifié. C'est ça, c'est exactement ça. C'est de la classification de pixels en fonction de ce qu'on a appris à l'algorithme. On lui dit, il faut que tu apprennes à reconnaître que ce pixel-là, ça va être de la végétation, c'est de la forêt ou c'est un bâtiment industriel. Et après, l'algorithme s'entraîne sur ces millions d'images pour ensuite restituer des données qui sont exploitables. Et en effet, donc la phase d'après, c'est comment est-ce qu'on va donner aux clients des données qui sont interprétables. Donc comment à partir d'images à satellite brutes, on va restituer soit des cartes visuelles, soit des time series, des graphes, des fichiers Excel qui contiennent des données chiffrées et qui ont du sens pour l'utilisateur final. Et du coup, donc là, on a bien compris vraiment la phase, on va dire, de pré-processing, mais justement, voilà, ça me fait la bonne transition de fait que t'en parles. Comment faites-vous concrètement pour prévoir les risques météorologiques ? Donc, vous avez la donnée, j'imagine une énorme quantité de données. C'est quoi la next step, en fait, pour le client ? Alors sur les risques physiques, on va utiliser le satellite pour aller regarder tout un tas d'indicateurs, de facteurs qui peuvent influencer sur la probabilité d'occurrence d'un risque de feu, d'inondation, de sécheresse. On va regarder donc notamment la végétation, sa densité, son niveau de sécheresse. On va regarder la composition des sols. On va regarder également, alors pas forcément avec le satellite, mais on va le regarder à partir de sources publiques, l'élévation du terrain, l'orientation de la pente. On va également collecter des données météorologiques. Et donc une fois qu'on a tous ces éléments-là, on va venir attribuer un poids respectif à chacun de ces facteurs en fonction des événements passés. Donc on regarde sur les bases d'événements historiques, donc une base de feu historique, une base d'inondation passée, et l'algorithme va apprendre à calibrer chacun de ces facteurs-là en fonction des occurrences passées, pour ensuite restituer donc des cartes de risque pour actuelles, donc là par exemple pour l'année en cours, et donc ce qui donne des cartes avec des niveaux d'exposition à un risque donné. Donc carte 2024 sur les feux, on va avoir des cartes avec des zones rouges, vertes, oranges qui vont donner la probabilité d'occurrence. Et ensuite, donc ça c'est un travail plus récent qu'on a fait, c'est de partir de ces cartes-là pour ensuite les projeter dans des scénarios climatiques.
et voir quelle sera l'évolution de ces risques-là à des horizons 2030, 2050, 2100. Et donc là, pour faire cette projection, on se base en fait sur les scénarios de référence RCP qui vont ensuite donner des hypothèses de variation de température, donc à court, moyen et long terme. Et donc on prend ces cartes-là, on change les hypothèses de variation de température pour arriver à avoir des cartes qui prédictent le risque dans ces horizons-là. Super intéressant. Et du coup, donc vous avez une différente temporalité en fait dans vos prédictions. Vous pouvez prévoir donc le minimum, ce que tu me disais avant le podcast, c'est combien en termes de prédictions vous faites pas à la journée, vous faites plutôt. Alors généralement, on fait au mois ou au trimestre, en fait, ouais, pour des cartes. Les cartes de risque après, généralement, elles sont publiées à l'année. Okay. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des cartes tous les mois, ou alors pour des besoins très spécifiques. Après, on a également, dans des cas précis, on a certains satellites qui permettent de faire du quasi-temps réel pour suivre les catastrophes lorsqu'elles se déroulent. Et donc, on le fait notamment sur les feux, où là, on est capable de suivre les feux donc et leur progression. Donc, on n'est pas au niveau où on n'arrive pas à voir à la minute ce qui se passe, mais on arrive à voir dans 2 fois par jour, 3 fois par jour la progression. Et ça, on a développé à partir de là des algorithmes sur les risques de propagation de feu pour que les banques, les assurances puissent également prendre les mesures nécessaires et prévenir leurs clients avant que les sites soient impactés. Ouais, c'est un sacré travail, parce que j'imagine sur la propagation de feu, par exemple, parmi les features, comme on dit, il y a, j'imagine, la pente, il y a le vent, Exactement. Donc en fait, c'est énormément de facteurs que vous allez analyser, processer pour en tirer une forte valeur ajoutée pour les clients. C'est ça. Donc on part des facteurs environnementaux et on va complémenter avec des données météorologiques en temps réel sur la vitesse, comme tu le disais, sur la vitesse et la force du vent. Et du coup, si on se focus un peu plus pour vos solutions pour les acteurs du secteur bancaire et assurantiel, concrètement, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous faites en fait pour eux? Oui, alors pour la banque et l'assurance, il y a énormément d'applications possibles pour l'imagerie satellitaire. Pour t'en citer quelques-unes, on peut l'utiliser pour la gestion de risque, pour évaluer l'exposition d'un portefeuille de clients ou de sociétés à des risques physiques. On peut également l'utiliser pour faire de l'engagement client, améliorer l'engagement client et avoir un meilleur suivi des engagements environnementaux de ses assurés ou de son portefeuille, puisqu'on est capable de voir si les niveaux d'émissions, les niveaux de pollution sont respectés, sont alignés avec les engagements pris par les sociétés. On peut également utiliser le satellite pour de la due diligence environnementale. Donc avant de souscrire un nouveau client ou avant d'investir dans un nouveau projet, évaluer l'impact environnemental de ce projet aujourd'hui et dans le passé pour voir quel a été cet impact-là. On peut également utiliser les images pour faire du financement de projet aussi, pour évaluer la progression d'un projet que l'on finance, dans lequel on investit, pour voir si le projet est en retard ou va générer des cash flows dans les temps impartis. Et également, on peut imaginer la création de nouveaux produits pour la banque et l'assurance, notamment en matière de prévention client, d'alerting en temps quasi réel. Donc on a plein de choses à faire là-dedans. Ouais, c'est super intéressant tous les use cases que tu évoques. Et du coup, comment votre solution elle va s'intégrer en fait dans les systèmes clients? Alors donc on a soit 2 choix, soit les clients nous partagent leur portefeuille ou leur localisation d'intérêt, et ensuite nous on se charge de faire donc la partie restitution de score de risque ou de métriques associées à ce portefeuille-là. Dans certains cas, notamment pour les banques qui n'ont pas toujours connaissance des sites exacts de tous leurs clients, on peut faire ce travail de mapping des actifs réels en amont. Donc si la société a 40 sociétés dans son portefeuille mais ne sait pas du tout où sont les actifs, nous on fait ce travail de mapping des actifs et le travail ensuite d'exposition au risque climatique. Donc ça, c'est dans le cas où on reçoit les localisations. Dans le cas où les clients, pour des raisons de confidentialité, ne souhaitent pas partager les noms des clients ou les sites qu'ils souhaitent regarder, nous on fournit les cartes en fait de risque ou toutes les données qui permettent de calculer les scores par API et qui s'intègrent dans les systèmes des clients en interne. Donc voilà, soit nous on fait le travail de calcul en amont, soit on donne les cartes pour que le client les fasse de leur côté. Ok, ouais, très clair. Et justement, donc on discutait un peu avant le podcast, et tu m'as précisé que vous étiez dans une démarche non pas uniquement d'analyse de risque, ce qu'on pourrait penser à la base, mais aussi de ce que tu appelles la prévention, ce que vous appelez la prévention proactive. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur
Ouais. ce concept? Tout ça, en fait, c'est parti donc vraiment du constat que beaucoup d'assureurs, s'ils restent dans leur mode de fonctionnement actuel, qui est notamment la protection, c'est pas un modèle qui est tenable dans les années à venir à cause de l'augmentation des catastrophes naturelles, de leur impact, etc. Donc aujourd'hui, les assureurs doivent un peu faire évoluer leur modèle et combiner à la protection de la prévention client. Donc pour ça, nous on a développé également donc tout un système d'accompagnement qui, en plus des scores de risque, permet d'identifier les sites à très fort risque et de travailler avec les assureurs pour identifier en priorité les sites sur lesquels il va falloir envoyer des ingénieurs de risque, sur lesquels on va devoir mettre en place des mesures de mitigation du risque, sur lesquels on va devoir faire un travail un peu plus approfondi. Donc ce qu'on fait généralement pour les sites très risqués, on fournit des analyses plus poussées sur quels sont les facteurs qui contribuent à ce risque élevé. Et un cas d'exemple très concret, si on a un site qui est très exposé au risque feu, et pour ce score très élevé, la végétation est le driver principal de ce score de risque, eh bien, on va aller proposer à l'assureur de faire des mesures de débroussaillement autour de la propriété, donc soit par des mesures de communication ciblées aux clients, soit par l'envoi d'ingénieurs de risque terrain qui vont aller faire la démarche. Ouais, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, vous avez vraiment une part de conseil, vous adaptez vraiment la problématique du client et derrière, vous avez toute la solution qui permet de prévenir et de suivre le risque en fait quasiment en temps réel en fait. C'est ça. Et nous, on travaille vraiment en fait avec les métiers, puisqu'on a cette expertise géospatiale. Les métiers ont cette expertise réduction du risque aussi, et puis l'expertise terrain. Et donc l'alliance des deux est très intéressante pour pouvoir vraiment avoir une offre qui est pertinente pour les clients. Très bien. Et du coup, est-ce que tu as peut-être quelques exemples, quelques cas d'usage à nous partager, des entreprises peut-être que tu pourrais citer et nous expliquer un peu comment vous êtes intégrés, ce que vous avez fait et du coup les résultats que vous avez obtenus? Oui, alors j'ai 3 exemples, donc un banque, un assurance et un gestionnaire d'actifs. Eh ben, super. Comme ça fera le tour. Donc notre cas d'usage le plus ancien, c'est l'assurance. Donc on a un très beau partenariat avec AXA, le groupe qui a été formé il y a 3 ans. Et donc on a fourni ce modèle de risque de feu dont je t'ai parlé, qui est mis à la disposition des agents d'AXA. Donc on a fait cette année, pour la 2e année consécutive, donc on l'a mis à disposition de tous les agents d'AXA France pour qu'ils puissent évaluer l'exposition de leur portefeuille, de leurs clients. Et à partir de ces informations-là, on a généré des rapports détaillés sur les sites les plus risqués en France, qui ont été partagés à ces agents-là et à leurs clients. Et ces agents ont ainsi pu mener des campagnes de communication ciblées, notamment de débroussaillage pour ces sites-là. Et en parallèle, je te mentionnais le risque de propagation des feux. Donc, on a eu un système d'alerting qui est toujours actif. Dès qu'on avait un départ de feu qui était détecté, des emails sont partis pour alerter les agents si ce feu était à proximité d'un de leurs sites assurés et avec une probabilité d'impact par le feu dans les jours à venir. Ok. Et du coup, quand tu disais que vous avez équipé les agents, ils avaient accès à votre plateforme directement ou comment ça se... Donc, ils avaient accès via AXA, donc à un site dédié. Ils avaient leur portail avec accès à ce service-là. Ok, vous avez intégré directement dans leur logiciel, j'imagine. C'est ça, c'est sur leur plateforme en direct. Okay. Un deuxième cas d'usage, donc là c'était avec la BNP, pareil avec qui on est en partenariat. Donc là, c'était pas du tout sur les risques climatiques, c'était sur les émissions de méthane, issues du secteur de l'énergie. Okay. C'est un sujet sur lequel nous on travaille également depuis plusieurs années. Et là, on a réalisé une étude pour regarder sur 40 opérateurs énergétiques quelles étaient les émissions de méthane observées par satellite et les comparer avec ce qui était rapporté par ces mêmes sociétés. Okay. Et donc là, on voyait un décalage assez conséquent, parfois des facteurs x10, entre ce que le satellite observait et ce que les entreprises annonçaient dans leur rapport officiel. Et donc là, l'idée, c'est pas de faire du name and shame, c'est d'améliorer également l'engagement client et pour la BNP, d'améliorer également le suivi des engagements climatiques pris par ses clients pour pouvoir également aller sensibiliser les clients sur des points d'attention puisque ces sources de méthane-là, en l'occurrence, elles sont facilement adressables et elles peuvent être éliminées assez facilement. Donc c'est typiquement des actions qui peuvent aider à l'atteinte des engagements climatiques pour ces sociétés-là. Ok. Et du coup, donc tu disais qu'il y avait un écart de x10. Bon, je pense que c'est un exemple, mais concrètement, du coup, il y avait un impact financier derrière pour la BNP ou c'était juste, on va dire, pour un engagement pour
toute une démarche RSE. Ouais. Alors, en effet, ouais, les deux. Sur l'engagement financier, c'est important pour la BNP de connaître le montant des émissions qu'elle contribue à financer. Et puis, du coup, c'est tout à fait lié aux engagements RSE groupe qui sont pris par le groupe, et notamment toutes les initiatives Net Zero et toutes les associations ou les alliances dans lesquelles la BNP fait partie pour atteindre ces objectifs-là. Vous êtes un peu intervenu comme vous avez audité les résultats des sociétés, et vous avez dit, ben non, en fait, il y a des fois un écart, et du coup c'est pas normal. Donc, voilà, c'est ça, c'est de vraiment tirer la sonnette d'alarme en disant toutes les émissions sont largement sous-estimées par rapport à ce qu'on observe. Et donc le troisième cas d'usage, qui est pour donc le plus gros gestionnaire d'actifs, BlackRock, qui souhaitait donc là c'était pour la division, donc le fonds infra, qui investit dans des projets d'infrastructures énergétiques, transport et autres, qui avait donc son portefeuille d'actifs et qui souhaitait savoir si les projets dans lesquels BlackRock avait investi eh bien respectaient leurs engagements climatiques, pareil en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, le cas d'usage, c'était pour ensuite pouvoir faire du reporting aux investisseurs de BlackRock et pour montrer que donc ces projets-là respectaient bien leurs engagements climatiques. Vis-à-vis des investisseurs institutionnels de BlackRock, donc les fonds de pension, les assureurs en fait qui derrière prêtent l'argent pour que BlackRock puisse investir dans ces projets-là. Tout ce qui est donné du coup un peu extra-financière, quoi. On en parle beaucoup en ce moment avec le CSRD. Exactement. Ça rentre exactement dans ce cadre-là. Exactement. Donc là, c'est en effet toute la partie réglementation en fait qui est transverse et qui touche les sociétés, les banques, les gestionnaires d'actifs également. Très bien. Mais écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Peut-être avant de conclure, j'aurais aimé savoir quelles sont les prochaines innovations que vous prévoyez, et notamment dans le secteur bancaire et assurantiel. Alors pour nous, il y a plusieurs évolutions sur différentes dimensions. La première, elle est purement technologique, donc elle nous concerne nous très directement, puisque c'est le lancement de nouveaux satellites à venir. Donc c'est un marché qui est encore assez jeune, donc on a des progrès et des avancées tous les ans. Donc on a beaucoup d'espoir dans des nouveaux satellites pour mieux détecter les émissions de CO2. Et pour faire de plus grandes avancées sur les émissions de méthane en termes de résolution, de fréquence d'actualisation. Donc ça, c'est un premier point. Et donc, ça permettra de faire bénéficier directement les clients banques et assurances, soit en améliorant des cas d'usage existants, soit en débloquant des nouveaux cas d'usage. La deuxième évolution qu'on perçoit, ce que tu disais, c'est sur l'aspect réglementaire, avec toutes les nouvelles normes réglementaires qui imposent aux sociétés, aux banques, aux assurances, de mieux évaluer le risque climatique. Notamment sur l'octroi de crédits bancaires, sur l'exposition des sites aux risques physiques. On a la conviction que la donnée satellitaire, elle est aujourd'hui nécessaire pour répondre à ces réglementations, pour s'y conformer, mais demain, elle sera indispensable. Et elle a vraiment beaucoup de valeur ajoutée à apporter pour répondre à ces problématiques-là. Et la troisième évolution qu'on perçoit, c'est la manière dont la donnée satellitaire va être consommée par l'utilisateur final. On entend beaucoup parler aujourd'hui des modèles d'AI générative, et aujourd'hui donc les utilisateurs consomment des cartes, des graphes, des fichiers Excel. Demain, pourquoi pas interroger une intelligence artificielle qui leur permettra de restituer l'exposition de leur portefeuille selon certains critères, en allant taper dans nos bases de données Kairos qui sont vraiment avec le satellite. Et faire du prompting directement. Voilà mon fichier CSV. C'est ça. Voilà ce que je veux faire, et quel résultat tu peux me donner. Quelle est mon exposition à ce risque-là, à horizon 2030, etc. Simplifier toute la mécanique derrière. Voilà, et surtout avoir une restitution qui soit pertinente et adaptée à la requête spécifique du risk manager, du gestionnaire d'actifs, de l'agent qui va assurer ses clients. Qu'il soit totalement autonome en fait dans sa gestion day to day, quoi. Exactement. Et c'est une manière en fait de rendre la donnée satellitaire beaucoup plus accessible. Aujourd'hui, elle fait encore peur, ou alors parce que les clients ne sont pas familiers, mais le fait de passer par ces modèles d'IA génératifs, ça peut être tout à fait un moyen de la démocratiser. Eh bien, écoute, super évolution. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi, Mathilde. Merci. J'espère à bientôt pour reparler un peu de vos projets, vos évolutions et les prochaines fonctionnalités que vous allez sortir. Merci, à très bientôt. À très bientôt.